Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On va faire un petit point sur tout ce qui a pu se passer depuis ma dernière vidéo de septembre où je vous expliquais en détail, dans les grandes lignes, mes pathologies, ce qui allait en découler et le repos que j'avais besoin d'avoir, l'état psychologique dans lequel j'étais, cette fameuse phase d'acceptation, etc., etc. Et est-ce que j'ai passé cette phase d'acceptation? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Est-ce qu'il y a des projets à venir? Vous voyez mon sourire. Si vous voulez en savoir plus, reste avec moi. Donc si tu es toujours là, c'est que tu veux savoir. Il va y avoir 2 vidéos, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Et puis comme je ne m'arrête pas de parler que je suis une vraie pipelette, je suis obligée de faire en 2 vidéos. Cette première vidéo sera dédiée exclusivement à détailler vraiment, dans les moindres détails, vraiment, cette phase d'acceptation. Pourquoi je souhaite faire ça? Parce qu'elle va faire partie de la liste de mes podcasts pour parler des maladies invisibles et handicaps. Et donc, ça en fait entièrement partie. Pour moi, c'est la 2e fois que je pratique parce que l'évolution des maladies, comme je vous l'avais expliqué, il fallait à nouveau que je repasse par cette phase. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais important parce que ça peut peut-être aider des personnes qui sont en plein dans cette phase. Peut-être leur donner des astuces, peut-être leur donner des conseils par rapport à ce que moi j'ai fait, j'ai vécu, etc. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là et je vous explique tout, d'accord? Donc une vidéo longue, vous pouvez l'écouter en faisant autre chose comme un podcast. Vous pouvez aussi vous installer tranquillou dans votre canapé ou autre avec un bon café, etc. Parce que ça va être un petit peu long. Vous me connaissez, j'ai tout écrit, j'ai 9 pages. Voilà. Mais bon, après, je parle, c'est l'écriture et le débit de parole, voilà. D'accord? Bref, vous êtes prêts? On commence. Donc, la partie sur l'avancement concernant ma santé. J'ai, depuis septembre, rencontré ma nouvelle rhumatologue, dont je suis vraiment très contente. J'ai vu ma médecin interniste, ma spécialiste de toutes les pathologies, maladies auto-immunes, etc. Et j'ai complété certains examens que je devais faire concernant les mains, etc. Par rapport à ça, pour la rhumato, je suis super contente. Je commence les infiltrations pour mes mains et poignets le 3 décembre, alors que mon ancien chirurgien d'Orléans refusait de continuer de m'en faire puisque j'en avais déjà fait beaucoup. Sauf que avec l'évolution et ma nouvelle pathologie qui est quasi officielle, la maladie de Gougerot, en fait, j'ai pas le choix. Ça sera le seul traitement auquel j'aurai droit, vu que je ne peux pas avoir d'anti-inflammatoire à cause de mon insuffisance rénale. Donc, c'est la seule chose auquel j'ai droit. Donc, on continuera tant qu'on pourra continuer, quoi, en fait. Il faudra juste faire attention de ne pas les faire en trop rapprocher. Donc, je commence le 3 décembre. On va faire les 2 mains et poignets, les doigts, etc. Normalement, elle m'a confirmé qu'avant Noël, j'aurai les infiltrations pour les épaules et les bras. Donc ça, je suis super contente parce que voilà, je commencerai l'année avec déjà le haut du corps normalement bien soulagé pendant au moins 6 mois parce que je connais bien les infiltrations. On verra bien l'effet que ça aura, en tout cas sur mes épaules et mes bras, parce que ça, j'en ai jamais fait. Concernant mon hernie discale, par contre, les infiltrations seront pas avant mars ou avril, parce que ce n'est pas elle qui pourra me les faire. Il faut que je passe tout un protocole. On est mal logé là-dessus sur Bourges. Et donc, il faut passer par la clinique, et c'est pas à la clinique que ça se fait, c'est un cabinet de radiologie en centre-ville, qui fait plein d'autres choses, mais qui fait les infiltrations aussi.
chez eux qui proviennent de la clinique. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement long parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on va voir. Elle m'a fait un courrier supplémentaire pour voir si ça peut faire accélérer les choses. C'est tout récent, hein. Ma rhumatologue, je l'ai vue la semaine dernière et ma médecin interniste, je l'ai vue hier. Donc c'est tout récent. Je voulais attendre d'avoir fini pas mal de choses pour pouvoir faire cette vidéo. Concernant donc la maladie de Gougerot, elle est quasi confirmée. Donc j'ai un rendez-vous pour faire la biopsie des glandes salivaires et tout un tas d'analyses très spécifiques pour avoir simplement la confirmation et pouvoir, voilà, il y a tout un protocole quand on doit poser une maladie auto-immune ou rhumatismale, etc. Il faut passer par un protocole pour pouvoir officiellement qu'elle soit déclarée comme telle. C'est comme ça. Concernant mes morphines qui avaient augmenté, j'ai essayé plusieurs façons, tout en respectant les dosages, de les prendre pour essayer de trouver à ma convenance. Mon médecin m'a dit normalement ce qu'il fallait faire, mais moi j'ai trouvé une façon de coupler certaines prises, etc. Pour arriver à être plus, on va dire, opérationnel, on va dire, et à faire des choses au moment où moi j'ai besoin de faire des choses et au moment où j'ai besoin de mes moments et mes temps de repos. Donc voilà, et grâce à cette façon que je fais maintenant, j'ai mis presque 2 mois à faire plusieurs tests de savoir si je prenais à telle heure, voilà, c'est tout un bins. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? TDAH, magnifique. Toujours, oui, elle est confirmée aussi, cette fois-ci aussi, elle est bien confirmée même. J'allais dire quoi? Que grâce à cette façon la méthode à mon organisation de prise de morphine, j'arrive sur les 6 interdoses supplémentaires que j'ai, en plus des grosses doses matin et soir, j'arrive à en prendre que 4 sur les 6 et parfois je suis obligée de prendre la 5e ou la 6e, tout dépend évidemment les crises les plus fortes de douleur, etc. Mais ça, voilà, et du coup, je m'autogère, mais quand c'est, on va dire, relativement bien, j'arrive à n'en prendre que 4 sur 6, qui est extrêmement bien, et mon médecin en est très contente. Donc, elle me laisse faire de cette façon. Mes douleurs n'ont pas changé, hein, elles sont toujours à 200 sur l'échelle de 10, mais c'est pas grave, hein, enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas grave, c'est que voilà, je vis avec depuis tellement d'années. Et puis le fait de savoir que je vais avoir les infiltrations, que les choses sont en train de se mettre en place, c'est long, oui, c'est long. Mais bon, ça fait maintenant, alors je disais 15 ans, mais en fait, ça fait presque 17 ans maintenant. Donc c'est pas grave, hein, quelques mois de plus sur 17 ans, c'est pas gênant, quoi. Mais bon, on est toujours dans cette attente et cet espoir que ça aille plus vite que la musique, quoi. Mais bon. Elles sont là, mais c'est pas grave. Le 24 septembre, j'ai suite, ça fait partie de la maladie de Gougerot, la maladie de Gougerot est à cause des séquelles que j'ai viscérales. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on l'a découvert. J'ai fait une crise, mais le terme n'est même pas assez fort, c'était impressionnant, de contracture musculaire au niveau du muscle qui se trouve juste en dessous l'omoplate droite. Vous savez, de temps en temps, on peut avoir, suivant les mouvements qu'on va faire, hein, ou un faux mouvement ou quoi, cette espèce de coup de poignard que l'on a juste en dessous la pointe de l'os de l'omoplate, qui est extrêmement douloureuse. Et quand je vous dis que j'ai fait une crise, cette crise a commencé et a été causée au départ parce que j'ai juste nettoyer une petite partie de mon bureau avec de l'alcool et un chiffon. Et j'ai frotté. Voilà, c'est toujours ce mouvement de préhension de quelque chose et de mouvement répété en forçant sur les muscles. Ça m'a déclenché une contracture musculaire qui me donnait la sensation d'avoir, comme quand on a une crampe intercostale. Donc on ne peut pas inspirer à fond et expirer à fond parce que c'est extrêmement douloureux. Mais ça s'était arrêté à ça. Donc ça restait constant par contre, c'était là tout le temps, mais c'était comme ça. J'avais mon rendez-vous chez le médecin, je lui ai expliqué.
Bon, on a été coupé parce que je viens d'avoir ma fille au téléphone, donc voilà, je reprends. J'en étais où? Je sais plus où j'en étais, hein, j'essaie de reprendre, mais voilà. Cette crise intense, et le mot est faible, de contracture musculaire. Heureusement que cette semaine-là, ma fille était là. Parce qu'en fait, après le médecin, je suis allée chez mon dentiste parce que j'ai beaucoup de soins dentaires à cause aussi de la maladie de Gougerot. Et la position que j'ai sur son fauteuil est très compliquée. Les fauteuils de dentiste ne sont pas appropriés pour un confort quand on a beaucoup de pathologies. Moi, ma cervicarthrose est très importante. Ce jour-là, j'avais utilisé mon écharpe que j'avais créée en genre de coussin saucisson, qui m'avait déjà aidé pour les cervicales, mais les fauteuils n'ont pas d'accoudoir, ils ont rien, c'est-à-dire que si on lâche ses bras, ils sont dans le vide. Et moi, j'ai besoin d'avoir les bras maintenus vers le haut, comme croisés comme ça, et je me maintiens les bras. Ce qui fait que rester pendant 45 minutes pour ce soin qui était intense, à me tenir les bras, donc on force, on a les muscles qui sont contractés, avec déjà la contracture musculaire. Les cervicales, ça va, ça a été. Et le fait de se contracter, parce que quand on souffre avec les dents, la bouche, etc., voilà, j'étais encore bien plus contractée. Quand je suis sortie, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en voiture. Et quand je suis arrivée à la maison, heureusement que ma fille, elle était là. Ça m'a déclenché une crise, mais avec, c'est des coups de poignard extrêmement douloureux, intenses, fulgurants, qui arrivaient toutes les 10-15 secondes. Et ça a duré 6 heures. 6 heures! Je criais, les voisins et tout m'entendaient. Je criais à chaque fois tellement l'intensité de cette douleur est très 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 particulière. C'était un truc de malade. Ma fille a tout fait. Elle a essayé de m'installer comme il fallait dans le canapé, sur le côté. Ce qui arrivait à me soulager, c'était d'appuyer sur ce point qui était extrêmement douloureux. Elle avait heureusement une bouillotte qu'elle a remplie avec de l'eau bouillante. Ça m'en a brûlé la peau tellement qu'il fallait que ce soit très très chaud et constant pendant toutes ces heures. J'ai pris, tant pis, un anti-inflammatoire parce que là c'était un cas d'urgence. J'ai repris évidemment une morphine. Enfin, on a tout fait pendant ces heures-là et essayé de trouver une position pour arriver à me détendre au plus, le plus possible. Enfin, ça a été un truc de malade. Donc ma fille, elle était là, elle prenait soin de moi, elle me caressait la tête, elle savait pas quoi faire. Moi, je vous raconte même pas, hein, c'est un truc de malade. Je veux dire, je l'ai vécu une fois cette crise-là. Ma fille avait 2 mois, j'étais en train de l'allaiter et j'ai eu cette crise pendant qu'elle était à mon sein. Enfin, c'était un truc de malade. Et donc il y a des années, hein, la preuve. Je l'ai eu une deuxième fois, mais qui n'était pas aussi intense, à plusieurs reprises, suivant des efforts que j'avais pu faire, mais qui ne duraient pas dans le temps. Mais là, ça a été intense. 6 heures, c'était un truc de ouf. Et après, ça a mis 3 jours à complètement disparaître. Ça a été, mais une souffrance. C'était chaud, hein. Franchement, c'était chaud. Je souhaitais mourir, hein. Tout ce que je voulais, c'était mourir. M'endormir, ne plus me réveiller, c'était horrible. Bref, au bout de ces 6 heures, ça a commencé à se calmer et ça restait le point douloureux, mais plus la crise en permanence. Donc voilà, après, ça a duré quelques jours, le temps que ça disparaisse complètement. Pour dormir, il a fallu trouver des positions pour pouvoir, mais heureusement que ma fille, elle était là cette semaine-là. Ça a duré en fait jusqu'à la fin du week-end qu'elle parte et que je puisse conduire. Et c'était un truc de ouf. Donc, il y a eu ça. J'ai rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai commencé enfin le kiné à sec, c'est-à-dire pas la balnéo, parce que la balnéothérapie, on a 3 centres sur Bourges et les alentours assez proches
pour pouvoir le faire. Ils sont tous complets et les listes d'attente sont complètes. Donc, il faut que quelqu'un arrête pour que celui qui est sur la liste d'attente en premier passe, et etc., etc. Donc, pour l'instant, je n'en aurai pas avant au moins plus d'1 an. Donc, je ne sais pas. Je voudrais faire de la piscine. Le problème, c'est que j'ai très très peur de tomber. Puisque j'ai cette paresthésie de la jambe, je perds très souvent l'équilibre. C'est aussi pour ça que je sors pas beaucoup. Chez moi, il y a des murs, donc je peux me tenir. Et comme j'ai mes problèmes de bras, de mains, de tendinite, etc., je ne peux pas utiliser de canne ni de béquille. Forcément, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, si j'avais quelqu'un qui pouvait venir avec moi à la piscine et être là au cas où, en fait, simplement, voilà, mais j'ai personne. Donc, du coup, j'y vais pas. Mais d'avoir commencé le kiné, j'ai trouvé un kiné qui est en bas de chez moi. Donc, j'ai juste à descendre, à marcher, 20 mètres, et je suis chez le kiné. Donc ça, c'est génial parce que j'ai pas besoin de prendre la voiture. Je peux rentrer directement chez moi, partir au dernier moment. Et ça évite de la fatigue, ça évite du trajet, surtout après la séance. Voilà. Les 3 premières séances ont été extrêmement compliquées et j'étais dépitée. Je ne savais pas si je devais continuer avec lui parce que je suis une patiente très particulière. Avec toutes les pathologies que j'ai et tous les kinés que j'ai pu pratiquer, parce que j'en ai eu beaucoup, parce que j'ai beaucoup déménagé, pas parce qu'ils me déplaisaient ou quoi. Si, il y en a eu peut-être 2 où j'ai arrêté avec certains parce que ça ne convenait absolument pas. Mais sinon, voilà, c'est surtout lié au fait que j'ai beaucoup déménagé et que je cherchais à chaque fois un kiné qui soit le plus proche possible de chez moi. Je lui ai expliqué, j'ai été cash, franche, honnête, comme je le suis toujours dans la vie et avec vous aussi, ce que je savais qui m'était bénéfique, ce qui ne l'était pas, ce dont j'avais besoin de lui et qu'il fallait une entente particulière entre nous pour qu'il puisse m'aider. La première fois, il était totalement sur ses positions, il est jeune, têtu et genre, je suis médecin, pas toi, donc tu y connais rien. Il m'a déclenché des crises. La deuxième fois, la même chose. Et la troisième, quand je suis arrivée, je lui ai dit, écoutez, on va d'abord discuter. Et là, je lui avais fait préparer une liste. Je lui ai fait des fiches pour toutes les pathologies que j'avais. Tout ce que ça engendrait. Ok, il est médecin, mais il est kiné, il n'est pas médecin généraliste ou spécialiste, il est que kiné, d'accord? C'est pas péjoratif, mais ce n'est pas les mêmes études. Et donc, il connaît pas forcément toutes les pathologies et ce que ça engendre. Donc, je lui ai fait des fiches pour chacune de mes pathologies, avec tout de détaillé. Je lui ai donné, je lui ai dit, vous lirez ça de votre côté. Il me dit, vous savez, vous êtes la première patiente à me faire ça. J'ai dit, oui, mais je suis pas une patiente comme les autres. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de faire ça. Et je suis cash avec vous, honnête avec vous. Si vous voulez qu'on puisse travailler et collaborer ensemble et non pas faire ce que vous faites parce que vous êtes kiné et c'est vous qui prenez les décisions, là, dans notre cas à nous, ça va être différent. Je lui ai expliqué pourquoi. J'ai été gentille, respectueuse et tout, mais j'ai été cash et honnête. Et je lui ai dit, c'est soit vous avez une méthode différente de travailler avec moi parce que je suis une patiente différente, et du coup, vous m'aurez tout le temps comme patiente, soit on arrête tout de suite. Voilà, c'est tout. Donc, il fallait qu'au niveau de son caractère et de son orgueil, il puisse aussi admettre que c'était possible d'avoir des personnes qui ne soient pas du tout de la même catégorie, on va dire. On a discuté, il m'a fait juste 2-3 petites choses après. Mais à partir du 4e rendez-vous, quand je suis arrivée, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et cette phrase voulait dire qu'il avait accepté ma façon de me soigner, qui me convenait le plus.
Et à partir de là, en fait, tous les autres rendez-vous, je le vois pour l'instant une fois par semaine. On verra si on augmente ou pas. Et puis voilà. Et donc à chaque fois que j'y vais, je lui dis ce dont j'ai besoin et ce que j'aimerais qu'il puisse faire. Dans le terme, enfin là je lui dis j'ai mal à là, ou j'ai mal ceci, ou ça aussi, et lui il fait en fonction de son métier, il fait les choses pour essayer de m'aider et de me soulager par rapport à ce que je lui ai dit. Et donc du coup on collabore et on travaille ensemble. Et ça évolue en très très bien, et j'en suis vraiment ravie parce que j'avais pas envie de faire des kilomètres, etc. Et c'était hyper important. C'est pour ça, je vous dis ça parce qu'il faut oser parler, il faut oser communiquer avec nos médecins, peu importe lesquels, parce que si vous avez peur de leur parler, d'être honnête par peur qu'ils vous éjectent, vous n'arriverez pas à avancer. C'est aussi pour ça que j'ai réussi à changer de médecin généraliste, parce que j'ai ouvert ma gueule, quoi. Et il faut pas avoir peur. C'est des médecins, oui, mais ils n'ont pas tous les droits. Nous, on est leurs patients, c'est nous qui avons les droits, d'accord? Il faut pas l'oublier, ça, d'accord? Je sais qu'on est en manque de médecins, etc. Mais il faut oser parler. Si vous avez peur de le faire seul, allez à vos rendez-vous accompagné d'une personne qui aura plus de poigne, plus de fermeté, si jamais il a des réponses qui ne vont pas dans le bon sens, parce que c'est hyper important, c'est votre santé. Donc, allez-y, n'hésitez pas à être honnête et cash avec les personnes. Ce sont des personnes, ce sont des humains. Oui, ils ont des diplômes, mais c'est des personnes comme vous, d'accord? Ils vont chier aussi, ils pètent aussi. Enfin voilà, il faut pas avoir peur. Voilà, c'est des médecins. Ils sont là normalement à votre écoute, et ils l'oublient. Beaucoup l'oublient, malheureusement. Donc ça, c'est pour ça que je vous détaille tout ça, parce que c'est important que vous preniez conscience que c'est vous le malade, c'est vous la personne qui avait besoin d'eux, et non pas l'inverse. D'accord? Donc voilà. Du coup, ça évolue très très bien, et il a découvert. Pourquoi? Parce qu'il avait du mal à aussi comprendre et croire certaines de mes pathologies, entre autres toutes mes adhésions toutes mes adhérences, pardon, que j'ai au niveau viscéral. Pour lui, quand je lui en avais parlé, il m'avait dit oui, mais bon, c'est normal, toutes les personnes qui se font opérer au niveau des viscères ont des adhérences. Mais il ne comprenait pas la gravité des miennes. Il ne comprenait pas. Dans la vidéo où je vous ai expliqué pourquoi j'en ai autant à cause de ces 10 heures, de la clinique, enfin bref, voilà. Vous pouvez revenir sur cette vidéo si vous souhaitez. Mais il ne comprenait pas à quel point c'était grave, mes adhérences. Et là, il a compris. Un jour, je suis allée le voir et j'avais mon ventre de femme enceinte de 9 mois. C'est pour ça que j'ai ces fameuses 3 tailles différentes de vêtements dans mon armoire depuis l'âge de mes 21 ans, à cause de ces séquelles à vie que j'ai. Et là, il a vu ce ventre, et là, il a compris déjà. Déjà, il a vu la différence qu'il pouvait y avoir entre une semaine et une autre, etc. Et il a commencé à travailler aussi sur mes adhérences pour essayer de me soulager. Et de là, il a découvert et il s'est rendu compte que j'avais au niveau du diaphragme une énorme adhérence qui provoquait cette contracture musculaire avec le muscle qui correspond de l'autre côté, exactement à ce point où j'ai cette contracture musculaire qui est sans cesse présente dès que je vais utiliser mon bras droit et faire un mouvement répété en forçant, qui arrive à chaque fois. Et depuis, ça fait 3 fois qu'il travaille sur cette adhérence du diaphragme. C'est pas agréable, hein, mais quand il le fait, la douleur n'y est plus. Ce point disparaît au fur et à mesure. Et là, ça fait 2 semaines que je n'ai plus eu cette douleur systématique qui est dès que j'utilise un peu plus ou un peu trop mon bras droit.
Et ça, c'est déjà mais miraculeux quoi, pour moi. Et je lui ai dit, et donc il a bien compris que cette adhérence qui était spécifique, donc ce qui est logique finalement, hein, la vésicule biliaire qui est juste en dessous, avec le foie, le diaphragme, ces adhérences qui ont été si graves à cet endroit-là, il a bien compris qu'il y avait des grosses adhérences au niveau du diaphragme. Et donc on travaille dessus et c'est en train de vraiment changer la donne au niveau de ce muscle qui est certainement touché avec ces adhérences. Et donc, je vais voir tout à l'heure avec le dentiste, en ayant des choses, du matériel, on va dire, je vous en parlerai la prochaine fois, mais j'apporte avec moi 2 choses spécifiques pour pouvoir éviter de déclencher aussi cette crise de contracture musculaire. On verra comment ça se sera passé. Je vous en parlerai parce que ça peut peut-être vous aider si jamais vous avez aussi ce genre de choses. On a fait les radios des mains. Il n'y a rien qui s'est aggravé du tout au niveau des mains, donc maladie de Gougerot. Ça, c'est pas cool. Mais bon, voilà, du coup, c'est en lien avec les infiltrations, on n'a pas le choix, etc. Mais bon, on a au moins cette option pour essayer de m'aider. Donc, c'est déjà ça. Le 23 octobre, j'ai fait... Ah, Sushi qui passe. J'ai fait un abcès extrêmement grave. Alors, abcès dentaire ou un abcès provoqué par la maladie de Gougerot qui aurait été axé au niveau de ma glande salivaire sous-maxillaire, on ne sait pas. Mon dentiste va pouvoir me confirmer ou non si ça venait de la dent ou pas. Donc j'aurai les résultats tout à l'heure. Mais pour vous montrer à quoi je ressemblais, âme sensible, s'abstenir, je vous montre à quoi je ressemblais en l'espace de 12 heures. Ça a commencé et ça a mis 12 heures pour arriver à ce stade-là, ce qui est extrêmement rapide en évolution. Ça a gonflé jusqu'à ma thyroïde, donc j'ai eu extrêmement peur que ça puisse infecter mes nodules que j'ai déjà à la glande thyroïde. Donc, mais je revois mon ORL bientôt pour pouvoir faire justement la ponction des glandes salivaires. Voilà. Donc, il va pouvoir aussi vérifier mes nodules s'ils n'ont pas été touchés par cette infection qui était extrêmement grave. Voici à quoi je ressemblais. C'est horrible. Hein. J'ai pas honte, hein, mais bon, voilà. C'était extrêmement, extrêmement douloureux. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, complètement déformé. J'étais incapable ni de parler, d'ouvrir la bouche. J'avais du mal à avaler. Enfin, c'était un truc de malade. C'était vraiment très, 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 très impressionnant. Très douloureux, mais pas douloureux à la dent. Hein. J'avais pas mal à la dent. J'ai eu mal un peu à la dent quelques jours auparavant, mais ça s'était passé, comme ça me le fait régulièrement. Mais j'avais toute cette partie jusqu'à l'oreille, tout ce cou, et on voyait même plus mes clavicules, ni rien du tout. C'était impressionnant. Et quand je touchais au niveau de ma thyroïde, c'était tellement gonflé, ça me faisait mal. Donc, j'espère qu'il va me dire qu'il n'y a rien eu, ça n'a pas été touché. Donc, on verra bien. J'espère que non. Hein, voilà. Je suis allée aux urgences sur les conseils de mon pharmacien que je suis allée voir. Je suis restée 6 heures aux urgences. Ils n'ont absolument rien fait pendant ces 6 heures. Et ça continuait de grossir au point où je pissais le sang à l'intérieur. Ça coulait le sang à l'intérieur, pas de pu, mais le sang. Et je commençais à avoir de la fièvre. Moi, j'avais peur de faire une septicémie. Mais ils étaient tellement comblés de partout. Ce jour-là, il y avait les camions de pompiers arrivés 2 par 2 toutes les demi-heures. C'était impressionnant. Toutes les personnes qui étaient devant moi, personne n'est passé. Hein. Des personnes avec des plaies ouvertes et tout, personne n'est passé. C'était impressionnant. Bref, j'ai pris la décision de partir. Je vous dis ça parce que ça peut aussi être une solution pour vous, suivant ce qui vous arrive. J'ai pris la décision de partir, je suis rentrée chez moi, j'ai été tout de suite sur Internet et j'ai cherché un cabinet médical qui faisait des téléconsultations en visio, en urgence. J'ai trouvé un médecin de Paris
qui m'a pris relativement dans la demi-heure. Donc, j'ai eu le rendez-vous à 21 h en téléconsultation, en visio. Je lui ai montré forcément ma tête. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé donc sur la journée. Elle m'a fait, c'était une dame pas très sympa, mais je m'en fous, elle était très professionnelle, c'était ce que je demandais. Elle m'a fait une ordonnance, j'ai eu 2 antibiotiques, de la cortisone à prendre tout de suite. Je suis allée, j'ai trouvé une pharmacie de garde, je me suis déplacée, même si j'étais dans un état, voilà, mais voilà, faut bien se débrouiller toute seule. À 22 h, j'avais les médicaments, j'ai pris, j'ai commencé le matin déjà. Je vous raconte même pas la nuit, mais le matin au réveil, bon, vous voyez ma gueule au réveil, mais le matin au réveil, c'était déjà dégonflé, on revoyait mes os et tout au niveau de la gorge, ma mâchoire, après à peu près 6 heures de... non, à peu près 8 heures de médicaments, parce que c'était 6 heures du matin, cette photo-là, c'est où que c'est marqué? C'était 6 h 05. Donc, après 8 heures des prises de médicaments, j'avais dégonflé de moitié. Donc, tout ça pour vous dire que quand les urgences sont complètes, hein, qu'on ne peut pas passer, suivant les pathologies que vous avez, suivant ce que vous avez, franchement, faites les téléconsultations à distance avec des médecins qui sont spécialisés là-dedans, parce que ça peut débloquer très rapidement une situation. Tout est remboursé, les consultations sont plus chères. Il y a le coût de la plateforme, mais le coût de la plateforme normalement est pris en charge par votre mutuelle si vous en avez une, et la téléconsultation entière est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Certes, il faut faire l'avance, mais ça en vaut le coup. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que ça peut être aussi une très très bonne solution suivant ce que l'on a qui doit être traité en urgence. Moi, SOS Médecin est constamment complet. Je n'arrive jamais à les avoir, que ce soit par le téléphone ou sur Doctolib ou quoi que ce soit. C'est tout le temps pris d'assaut. Les urgences, c'était pris d'assaut. Donc voilà, ça peut être aussi une très très bonne solution et je tenais vraiment à vous le partager. Si vous voulez savoir par quelle plateforme je suis passée, dites-le moi en commentaire et je vous partagerai le lien de la plateforme très sécurisée avec laquelle je suis passée. Est-ce que ça a été le fait d'avoir autant souffert? Est-ce que ça a été le cumul de tout ce qui s'est passé? Mon déclic psychologique, je l'ai eu. Il est arrivé après l'abcès, sur le moment de la guérison finale où il n'y avait plus rien. L'abcès, c'était le 23 octobre. Mon déclic s'est fait le 27 octobre. Vous voyez, c'est très récent. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Alors là, je vais vous décrire toutes les possibilités ou le cumul de tout ça qui a fait que j'ai eu un déclic psychologique. Donc, je vous disais peut-être l'horrible souffrance que j'ai eue entre les contractures musculaires et l'abcès qui venait de se faire. Peut-être. Peut-être aussi avec l'évolution, je lis parce que sinon je vais me perdre. Peut-être aussi avec l'évolution qui s'est faite avec mon kiné, de cette compréhension qu'il a eue, cette acceptation de pouvoir me traiter comme une patiente vraiment différente, d'être à mon écoute et de mieux comprendre toutes mes pathologies cumulées et mes souffrances qui en découlaient. Peut-être aussi que c'est grâce à ma fille, parce que ma fille aujourd'hui, elle est enfin heureuse, en couple, et qu'elle prend en main sa vie future. Ça me soulage, ça me fait un grand plaisir, même si je la vois moins. C'est pas grave, moi, en tant que mère, et vous le savez, en tant que maman, de savoir que son enfant est heureux, qu'il est bien, qu'il est enfin bien dans sa peau, enfin bien dans sa tête, et qu'il est bien en amour en tous sens. Ça soulage aussi énormément en tant que maman. Peut-être aussi
d'avoir enfin autour de moi une équipe médicale, donc tous les spécialistes, médecins, etc., d'avoir changé ce fameux médecin généraliste qui a finalement engendré toutes ces nouvelles spécialités, ces nouveaux médecins que je n'avais pas avant, etc., entre autres ma rhumatologue, etc., et qui m'écoutent, qui me prennent au sérieux. Et cette maladie de Gougerot qui aussi remplace la fibromyalgie sur énormément de douleurs. On me prend beaucoup plus au sérieux. C'est malheureux, hein, mais la fibromyalgie aujourd'hui, elle est toujours dans beaucoup de têtes de médecins, toutes spécialités confondues. C'est encore un truc tellement mal connu et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas, oui, c'est dans la tête parce que c'est neurologique, mais c'est pas dans la tête psychologique. Et malheureusement, là-dessus, toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie comprendront de quoi je parle. Mais c'est malheureux. Hein. Moi, à partir du moment où je vais dans un endroit où au tout début des urgences, quand j'y allais, au départ, on regardait fibromyalgie, tout de suite, on me met catégorisé dans une case. Hop, on va la faire attendre. C'est dans sa tête, on verra plus tard quand on aura le temps. C'est malheureux. Mais de pouvoir avancer maintenant avec cette maladie du syndrome de Gougerot, Sjogren-Gougerot, enfin je sais plus trop le prononcer, bref, moi je dis Gougerot, c'est plus simple, qui explique énormément de douleurs pathologiques que j'ai à un nom d'une maladie qui est reconnue, puisque la fibromyalgie n'est toujours pas reconnue non plus encore en France, alors que dans d'autres pays, oui. Tout ça fait que aujourd'hui j'ai une équipe médicale que je connais bien et qui me prennent tous au sérieux et donc vont me soigner et etc. en me prenant au sérieux. C'est tellement, mais ça soulage, c'est un poids psychologique qui est extrêmement important. C'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il faut absolument parler avec vos spécialistes, avec vos médecins. Ne vous laissez pas faire. J'ai beaucoup de personnes, entre autres, j'ai une aide ménagère que j'apprécie beaucoup, qui est maintenant en arrêt maladie parce que j'y ai poussé, et qui a malheureusement un médecin généraliste. C'est un gros con, je suis désolée, mais c'est exactement le médecin qui ressemblait à mon ancienne médecin. Voilà. Mais elle n'ose pas. Donc, je lui ai dit, fais-toi accompagner. Donc, maintenant, elle y va avec sa maman. Et sa maman ayant plus de caractère et de poigne, les choses sont en train d'évoluer aussi pour elle. Même si, malheureusement, elle n'a pas encore trouvé un autre médecin généraliste. On est très mal logé partout en France. On a beaucoup de difficultés pour trouver des bons médecins. Mais ça, je suis sûre que ce fait aussi d'avoir ce poids en moins, ce stress que j'avais pendant plus de 3 ans à cause de mon ancien médecin qui ne me prenait pas au sérieux, qui ne m'écoutait pas, qui ne me soignait pas, qui ne faisait pas ce qu'il fallait pour moi, je me sentais complètement délaissée, complètement impuissante parce qu'il faut passer par les médecins généralistes pour avoir le droit de prendre un rendez-vous parce qu'on a un courrier du médecin généraliste pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ce qui est totalement parce que sinon on n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, qu'on passe par un autre protocole. La France est débile là-dessus, hein, mais bon, voilà. En tout cas, je pense que ça aussi, ça y joue. Tout ce que je vous dis, je pense que tout ça, gros pays joue. Je continue. J'ai aussi ma fille qui m'a dit très récemment, d'où le 27 octobre, une phrase qui était, pour moi, je vous la dis tout de suite. Maman, tu es chez toi. Donc, fais ce que tu veux chez toi pour être bien et heureuse. Puisque maintenant, elle est installée officiellement avec son chéri. Pour moi, ça a été, elle me donnait la permission. C'est débile, hein, ce que je vais vous dire. Mais en tant que maman, pas en tant qu'enfant, mais en tant que maman, on fait, en tout cas moi, c'est comme ça que je le voyais. Ma fille a beaucoup souffert pendant toute son enfance entre l'aspect santé médicale,
les 15 opérations qu'elle a pu avoir en tout, 13 pour les oreilles, pour son cholestéatome, d'autres pour des pathologies que malheureusement je lui ai transmises. Enfin bon, niveau santé, elle n'a pas été, voilà, elle connaît. Et tout ce qu'elle a vécu en harcèlement scolaire au point d'en être déscolarisée pendant 3 ans. Et malheureusement, le fait d'avoir eu que sa maman, malgré que je suis restée 14 ans avec son papa, mais que son papa, à ce moment-là, quand elle en avait le plus besoin, ne lui apportait aucun soutien psychologique, ne croyait pas du tout à son harcèlement scolaire, à ce qu'elle vivait, parce que pour lui, c'était des histoires de gamins et ne comprenait pas l'importance qu'il pouvait y avoir. Je vous assure qu'en tant que parent, moi, ayant vécu le harcèlement scolaire, je la comprenais et je l'ai cru et j'ai fait tout ce que j'ai pu de mon côté. Ce que je croyais bon, ce n'est pas forcément les bonnes choses parce qu'on est trop proche. C'est les personnes extérieures qui savent quand même, les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté pour essayer de la soutenir et j'ai essayé dans cet appartement, depuis que nous y sommes, que j'ai divorcé et tout ça, de lui faire et de lui construire un cocon pour elle. Moi, je m'en foutais. Que l'appartement, la déco, tout ça, ok, c'est moi, bah, ok. Mais j'ai fait en sorte que la pièce à vivre soit la plus grande possible pour qu'elle puisse se sentir bien, venir regarder la télé, être bien pour manger à table. Enfin, j'ai toujours tout fait au niveau de l'organisation et des pièces de sa chambre. 3 fois j'ai refait sa chambre en fonction de son évolution psychologique, etc., pour que ça lui convienne. J'ai vraiment tout fait pour qu'elle se sente le mieux possible dans un cocon. J'ai pas réussi. Sushi qui passe. J'ai pas réussi parce que forcément, tant que son enfant, tant que la personne pardon, qui souffre de l'intérieur, tant que cette personne, elle, ne guérit pas et n'avance pas, on a beau faire tout ce qu'on peut, nous, de l'autre côté, ça ne changera pas son état d'esprit. Mais bon, moi, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, etc. Et ce qui fait que l'agencement de mon appartement, je vous parle de tout ça parce qu'il y a une raison, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça peut aussi parler aux personnes qui ont des enfants qui subissent du harcèlement scolaire. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, que ce soit sur le plan médical, psychologue, etc. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu faire moi en tant que maman. Et cette phrase qui m'a débloquée, qui m'a dit, maman, en quelque sorte, maintenant, tu as la permission de faire ce que tu veux chez toi, pour toi, en fait. Moi, je vais bien. Tout va bien pour moi maintenant. Maintenant, occupe-toi de toi. C'est ça, cette phrase, parce qu'on avait eu plein d'autres discussions pendant cette fameuse phrase. Et ça m'a, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment vous dire. C'était quelque chose qui me disait que maintenant j'avais le droit de m'occuper de moi et de faire les choses pour moi et pour ma santé, pour mon bien-être et pour aller mieux. Je sais pas si vous entendrez mon ventre grogner, hein, je suis désolée. Mais voilà, ça a été aussi un énorme en complément de tout ce que je vous ai dit. Après une petite pause, ça fait 1 heure que je parle déjà. Donc tout ça, ça a été dans mon déclic. Et puis, il y a aussi ce qui s'est passé pendant cette phase d'acceptation. Donc, avant mon déclic, qui compte aussi dedans. Pendant ma phase d'acceptation, et après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, de m'être lamentée sur mon sort, d'en vouloir à la terre entière, de se dire pourquoi moi, c'est pas juste, c'est injuste. Oui, ça l'est, hein, c'est comme ça. Hein. Mais c'est une phase. Il faut passer par là. Il faut pleurer. Il faut se lamenter. Il faut vider son esprit de toute cette rancœur que l'on a au fond de soi. Tant qu'on ne le fera pas, on ne peut pas avancer. Il faut se donner le droit de le faire.
Les autres autour de nous, ils comprennent pas. C'est pas grave. C'est pas leur problème. C'est pas eux qui vivent ça. D'accord? C'est vous qui le vivez. Donc, c'est à vous de le faire. Si vous voulez pas le faire avec votre famille autour parce que vous voulez pleurer dans votre coin, il n'y a aucun souci. Choisissez d'être dans cet état quand vous êtes seul, dans votre coin. Partez, allez ailleurs, vous promenez et pleurez dans un endroit où vous êtes seul. Criez. C'est hyper important de faire ça. Parce qu'il faut expulser toute cette rancœur, cette souffrance psychologique. Quand on a énormément de souffrance, peu importe les pathologies, si vous en avez qu'une, si vous en avez plusieurs, peu importe, mais cette souffrance que vous vivez, il n'y a que vous qui la connaissez, qui la ressentez, qui savez ce que c'est. En fonction de chaque personne, c'est différent. On ne peut pas se comparer aux autres. Chaque personne est différente, chaque souffrance est différente, même si on a les mêmes pathologies. Donc, il faut absolument que vous soyez capable, faites-le, c'est hyper important. Pleurez, mais vraiment pleurez à chaudes larmes et détestez tout le monde, détestez. Vous leur faites pas souffrir, les faites pas souffrir, mais vous avez le droit de vous lamenter et de pleurer sur votre sort. C'est normal, c'est normal. Faites-le. Je l'ai fait pour la deuxième fois. Mais une fois que j'ai vidé, en fait, au bout d'un moment, on arrête de pleurer parce qu'en fait, on a trop pleuré, tout simplement. Et on se rend compte, en fait, on n'a plus envie de pleurer. Pourquoi? Parce que ça nous a soulagés. Ça nous a vidés. Et cette boule, ce poids que l'on avait, il s'est vraiment allégé. D'accord? À partir de là, pour pouvoir continuer et avancer dans ma guérison psychologique, évidemment, d'accord? J'ai commencé, une fois que j'avais plus envie de pleurer, etc., j'ai commencé déjà à me remettre au mix média, à faire toutes ces choses qui pouvaient m'apporter du bien-être et du bonheur, même si c'était sur des courtes durées, même si c'était le bordel parce que je m'étais étalée absolument partout puisqu'il n'y avait plus personne qui avait besoin de manger à table. Moi, je mange sur le canapé devant la télé, devant une série Netflix ou un film. C'est mon petit rituel du soir. Je dérange personne, j'ai personne. Vous devez faire ça en fonction, évidemment, de votre famille, de la place que vous avez, mais dédiez-vous un endroit et un moment pour faire ce que vous aimez et qui vous apporte de la joie et du bonheur pendant cette phase d'acceptation. Et après avoir passé ce cap où on n'a rien envie, j'ai passé plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à être allongée toute la journée sur le canapé à regarder des vidéos ou des films. Parce que j'avais plus d'énergie physique parce que mon état psychologique était tellement envahi que forcément ça agissait sur l'état physique. Et donc j'ai passé des semaines, quelques semaines du moins, à ne rien faire, à me reposer totalement et à essayer de ne pas penser et me distraire l'esprit en regardant autre chose. Voilà. C'est ce que je faisais quand je pleurais pas. Voilà. Mais c'était nécessaire. Quand cette phase de j'ai plus envie de pleurer, c'est extériorisé, j'ai un poids qui commence à s'alléger et je commence à essayer de peut-être éventuellement visualiser une porte de sortie, du moins à essayer d'en trouver une. Le mix média, je m'y suis remis à fond. Je vous ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, j'avais envie de vous partager des choses, mais en même temps, j'avais envie que ça reste très personnel et que ce soit mon moment à moi et à personne d'autre, parce que j'en avais besoin. Donc, je suis désolée de vous avoir vraiment abandonné, mais c'était extrêmement nécessaire pour pouvoir arriver au stade où j'en suis maintenant, en fait.
Et en même temps de faire ça, enfin, quelques temps après avoir fait beaucoup de choses qui m'apportaient du bien-être psychologique. Pas physique, parce que c'était fatigant la moindre petite chose. Hein. Comme je vous ai expliqué, pour moi, ne serait-ce que de prendre une gomme et de gommer une ligne, c'est difficile. Mais là, j'étais dans la phase où l'acceptation était en train de se faire. Et donc, je voulais faire des choses qui m'apportaient du bonheur. Donc, je faisais en fonction d'eux. Et je laissais en plan sur ma table ce que j'étais en train de faire. J'allais me reposer. Une fois que ça allait mieux, je retournais là-bas. Je recommençais. Dès que c'était trop, je m'arrêtais. Et ainsi de suite pendant aussi quelques jours, semaines. D'accord? Une fois que ce besoin absolument d'avoir de la peinture tout le temps sur les mains, d'avoir sorti énormément de choses finalement dans ma pièce à vivre, j'ai été envahie et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais attends, tu es en train de sortir limite ton atelier dans la pièce à vivre alors que tu as un atelier, mais c'est parce que tu n'as pas assez de place. Alors, là, j'ai commencé à réfléchir à quelle solution, je lis, hein, à quelle solution que je pouvais trouver pour pouvoir créer le plus longtemps possible dans les années à venir, parce que mes pathologies vont évoluer, etc. Qu'est-ce que j'avais besoin comme confort pour y arriver? Et là, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais besoin. Donc, j'avais besoin que tout ce que je possède en fourniture, peu importe, hein, tout confondu, hein, que ce soit des produits ou les fournitures autres, tout ce que je possède pour créer. J'avais besoin que ce soit accessible tout de suite, facilement, directement, et ne pas avoir à chaque fois à déplacer 1, 2, 3, 4 choses pour attraper ce dont j'avais besoin, qui, en faisant ça, me demandait des efforts physiques qui me fatiguaient déjà avant même d'avoir commencé quelque chose. Ensuite, il me fallait quoi? De l'espace pour pouvoir créer différents postes ou pôles de travail en fonction du type de création que je voulais faire, puisque j'ai besoin de faire des pauses, donc je ne peux pas tout faire en une fois, mais je dois pouvoir laisser en plan, on va dire, la chose que je suis en train de faire. Et ça peut être très bien être en couture, en gel presse, mix média, comme du junk, comme du bijou, comme voilà, d'accord? Donc j'avais besoin d'espace pour pouvoir créer ces différents pôles. Ensuite, j'avais du coup besoin d'un très grand espace de travail, un très grand plan de travail, accessible tout le temps. J'ai besoin de créer aussi du confort pendant que je crée. Alors, par exemple, la gel presse, je préfère, c'est plus facile à faire pour moi, il faut que je sois debout. Pour que mes bras, au niveau des applications, etc., il faut que je sois debout. Je n'arrive pas à le faire assise. Ça me demande beaucoup trop d'efforts au niveau de mes bras. Donc, je sais que la gel presse, côté mix média comme ça, il faut que je sois debout. Donc, le plan de travail, il faut qu'il y ait aussi une certaine hauteur, etc. D'accord? Mais il y a aussi mes fauteuils. J'ai la chance d'avoir déjà, du coup, investi au fil de ces 2 années de YouTube. Bah oui, parce que ça fera 2 ans en février, donc je dis déjà 2 ans. Mais j'ai investi finalement dans mon fauteuil ergonomique spécial chaise de dessinateur professionnel pour mon côté plan de travail qui est extrêmement haut. Et j'ai mon fauteuil pour le côté ordinateur, montage vidéo, mail, etc. Donc déjà de ce côté-là, je les ai. Ils sont très confortables, de très bonne qualité, donc ça, je les ai. Maintenant, il me fallait aussi le confort, après, avec les différentes hauteurs et le confort pour tout ce qui était attraper chaque chose, etc. J'avais aussi, à cause de ma TDAH, besoin de 2 choses. Un espace de repos et d'inspiration. Parce que
Quand on a une TDAH, si vous avez besoin de savoir ce que c'est une TDAH, en tout cas comme celle que j'ai, dites-le moi en commentaire, je vous partagerai la vidéo que Marsou, elle a fait, Tassou, Marsou, elle a fait sur sa chaîne, qui a une très forte TDAH et qui a fait une vidéo qui expliquait vraiment en détail ce qui est totalement moi, en fait. On vit quelque chose d'assez similaire là-dessus, de ce côté-là, sur la TDAH, parce qu'il en existe plusieurs. Chaque personne aussi est différente, voilà. Mais c'est très compliqué, la TDAH. Et elle m'a été aussi confirmée hier par ma médecin interniste. C'est une médecin donc qui est spécialisée dans toutes les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, etc. Et donc, j'avais besoin d'un espace de repos et d'inspiration quand je bloquais sur quelque chose parce que d'un coup, j'oubliais ce que j'étais en train de faire, pourquoi, comment, et j'oubliais. Et j'avais besoin d'un endroit visuellement qui soit inspirant tout en étant dépollué visuellement. Parce que mon espace, mon atelier, j'en avais déjà parlé quand j'avais refait mon atelier pour la deuxième fois. J'avais expliqué que j'avais besoin que visuellement les choses soient moins visibles, mais qu'elles soient tout de suite accessibles. Et c'est très compliqué d'allier les deux avec la taille que j'ai actuellement de mon atelier, qui va changer. Et donc, il faut que ce soit visuellement vraiment non pollué ou le moins pollué visuellement pour que mon esprit ne soit pas sans cesse distrait et que je parte dans tous les sens pour continuer à créer ce que je suis en train de faire, ce qui est extrêmement compliqué. Donc, l'espace, en plus, vient se rajouter avec cette dépollution visuelle, mais cette accessibilité directe aux choses. Voilà, on avance. Du coup, j'ai fait la liste, ouais, j'ai beaucoup écrit, hein, de tout ce que j'avais besoin et de tout ce qui m'était néfaste aussi pour ma créativité. D'où cette pollution visuelle, mais aussi avec le point fait niveau de ma santé d'aujourd'hui, tout ce qui m'apporte de la douleur, toutes les contraintes que ça implique. J'ai essayé de trouver comment allier tout ça pour pouvoir continuer le plus longtemps possible dans le temps et en même temps avoir suffisamment d'énergie pour créer aussi le plus longtemps possible quand je suis en train de faire quelque chose. Ça, c'est une chose. En plus de ça, on continue de rajouter des choses qui ont fait que tout ça regroupé, si vous suivez, ça fait déjà une bonne liste de tout ça qui sont arrivés jusqu'à mon fameux déclic. J'ai rempli avec mon médecin, ma nouvelle, mon dossier MDPH et donc le certificat médical pour la MDPH. Ce que mon ancien médecin n'avait jamais fait avec moi, ne m'avait jamais permis de pouvoir y ajouter des choses, alors qu'en fait, j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, parce que je ne l'avais jamais eu, que le praticien, le médecin, peut le faire en compagnie de son patient et que le patient peut signer et rajouter aussi des choses dans le certificat médical, pas que dans le dossier de la MDPH. Donc, j'ai découvert ça et j'ai été tellement soulagée de le faire avec mon médecin qui a en fait écrit les choses en fonction de ce que je lui disais que je n'arrivais plus à faire ou les choses sur lesquelles j'avais beaucoup de mal à faire et que j'avais besoin d'aide. Ça m'a aussi enlevé un énorme poids. Je dépose mon dossier le 25 novembre à 11h45 à la CARSAT avec mon assistante sociale que j'ai déjà mis au clair parce qu'au téléphone, quand je l'ai eu, elle me disait « mais j'ai besoin de voir votre dossier pour vérifier si tout est bien rempli ». J'ai dit « mais vous inquiétez pas, on a déjà tout fait avec mon médecin ». C'est pas elle la MDPH, elle va juste passer le dossier. Je sais très bien qu'elle va le lire encore par derrière,
Mais à la limite, je me dirais, mais attends, de quoi tu te mêles, quoi? Et donc, je lui ai fait comprendre. Bref, donc la semaine prochaine, j'y dépose. Et il y a aussi une chose incroyable qui s'est passée. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais ça faisait partie du fait que je voulais absolument déménager, certes mes 3 étages, qui ne sont plus du coup un problème pour moi aujourd'hui. Si mon dossier MDPH me fait obtenir 2 aides supplémentaires humaines, ce ne sera plus un problème pour moi, ces 3 étages, parce que ces 3 étages vont faire partie de mes exercices journaliers que j'ai prévu de faire avec mon kiné. Mais à condition de ne rien porter, etc. C'est juste de les descendre et de les monter, en plus d'autres choses. Voilà. Donc pour moi, à la limite, c'est une obligation parce que j'ai les escaliers, que j'ai pas d'ascenseur. Tant que je pourrai le faire, je continuerai d'avoir cette contrainte parce que ça m'y obligera et ne cherchera pas la facilité. Voilà. Pour pouvoir essayer de continuer à bouger mon corps d'une certaine façon et ne diminuer, enfin ralentir les évolutions de certaines pathologies. Voilà. Mais je voulais déménager aussi pour une chose. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Dans cet immeuble, il y a 2 personnes, enfin 3 personnes. Mais la 3e personne, je la compte pas puisque c'est une personne qui est très bien, mais qui maintenant travaille beaucoup et qu'on ne voit jamais. J'avais 2 personnes, une avec qui je m'entendais relativement bien jusqu'au jour où son fils a agressé verbalement ma fille en croyant que c'était une autre personne. Et je lui ai demandé que son fils s'excuse auprès de ma fille qui à cette époque avait 16 ans parce qu'elle pleurait, qu'elle en avait pris plein la gueule à la place d'une autre personne. Elle a refusé. En tant que maman, je voulais juste qu'il lui parle, même par téléphone, même s'il l'appelait en numéro caché. Elle a refusé. Donc à partir de ce moment-là, moi je lui ai dit ok, pas de problème. Salut. Sauf que elle, enfin bon, ça a créé plein d'autres problèmes et bon, on s'en fout. Bref, c'est une mauvaise personne, ça restera une mauvaise personne, et ben c'est son problème. Mais ma voisine de palier, qui est contre le mur de l'autre côté, en face de moi, a été ma meilleure amie pendant plusieurs années. On a partagé énormément de choses. Elle est beaucoup plus jeune, hein, elle a 30 ans. J'en ai 47. Donc elle n'avait pas 30 ans quand on est devenus amis. Et on a été, mais vraiment comme les 2 doigts de la main, c'est-à-dire qu'on avait les clés chacune de l'appartement de l'autre. Donc voilà, on était vraiment très 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 amis. On sortait ensemble. J'arrivais encore un peu à danser. Je peux toujours, mais sur une courte durée. Et après, j'ai besoin de certaines choses avant et de certaines choses après. Et donc, entre autres, on avait notre rituel. Pour vous donner un ordre d'esprit à quel point on était meilleurs amis. Moi, déjà, avant une soirée, la veille de la soirée, j'allais prendre un bain chez elle. Donc, elle était avec moi. Elle m'aidait à me laver. Elle m'aidait à sortir de la baignoire. Et après, on passait la soirée au calme, tranquille. Et le lendemain, je ne faisais rien pour pouvoir être en pleine forme le soir et pouvoir danser, on va dire, faire une soirée de à peu près 22h à 1h du matin, la fermeture du club où on allait en voiture. Et voilà, elle était, je veux dire, comment dire, on était vraiment comme les 2 doigts de la main. J'ai gardé son fils, enfin j'ai fait énormément de choses pour elle, mais elle en a fait aussi pour moi. Sauf que bon, au fur et à mesure des choses, du temps qui passait et des années, moi je suis une personne qui a le cœur sur la main et qui va proposer mon aide avant même qu'on me la demande. Sauf que je n'ai pas pris assez en compte mes handicaps, ma fatigue, ma santé en clair. Et au bout d'un moment, j'en faisais trop. C'était trop pour moi parce qu'au bout d'un moment est arrivé où je gardais son fils tous les jours.
jusqu'au soir. Elle était serveuse, donc elle travaillait tard et rentrait à minuit, la plupart du temps, pas avant, c'était très rare. Je ne pouvais plus faire mes siestes que je faisais à ce moment-là. Enfin, tout mon planning à moi pour aller bien, entre guillemets, était complètement bousculé et c'était très fatigant parce que je récupérais le petit le midi, je le faisais manger, je le ramenais à l'école, même si c'était pas loin, mais à pied. Je allais le récupérer à 4h30. Je faisais le goûter, je lui faisais faire ses devoirs parce qu'avec sa mère, ça n'allait pas du tout. Il n'arrivait pas à faire les devoirs. C'était trop conflictuel, c'était horrible. Je le faisais manger, prendre le bain jusqu'au coucher. Et je faisais ça tous les jours. Est venu un moment où moi, je me suis rendu compte de mes limites physiques et que j'avais besoin de plus de repos. Mais j'osais pas au départ lui dire parce que je voulais pas lui faire alors qu'elle avait c'est une personne qui a beaucoup de famille, hein, elle aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Mais bon, les circonstances, on s'en fout. Voilà, j'essaie de vous expliquer les choses, c'est qu'au bout d'un moment, je lui ai expliqué que moi, j'avais la sensation qu'elle m'en demandait de plus en plus. Elle m'a demandé certaines choses qui pour moi me semblaient inappropriées, que j'étais pas sa mère, j'étais sa meilleure amie, une amie qui l'aidait beaucoup, mais j'étais pas sa mère et j'étais pas la mère de son fils. Au fur et à mesure, c'est ça qui est venu parce qu'elle était jeune, d'accord? Et quand je lui ai dit entre guillemets les 4 vérités, je l'ai dit gentiment, mais honnête et cash et franche. Ça l'a blessée parce que dans son amour propre et elle m'a jetée comme un mouchoir usagé. Mais d'une façon très violente parce que moi, c'était ma meilleure amie, ma seule amie, qu'elle habite en face de chez moi et que c'est une personne jeune, avec une maturité qui n'était pas encore à son apogée, on va dire, à ce moment-là. Très impulsive, très colérique et très rancunière. Ce qui a créé pendant 2 ans, puisque ça fait 2 ans, une tension à chaque fois que je devais, ne serait-ce que de la sortir si j'avais le malheur de la croiser. Je ne vous raconte même pas, elle pouvait être au point d'être injurieuse. Moi, je suis restée moi-même. J'ai continué à dire bonjour, même si elle me répondait par une voilà, une insulte ou autre. Et le bruit ou les choses qui étaient faites au travers du mur allaient avec. Jusqu'au jour où il y a il y a un mois, j'y avais pas prêté attention à ce moment-là. Il y a un mois, je tenais la porte en bas à mon aide ménagère qui transportait mes courses. Et à ce moment-là, elle est passée, je tenais la porte et elle a dit merci. Personnellement, je l'avais pas pris pour moi, j'ai cru qu'elle disait merci, je sais pas, d'une façon ironique ou pour l'aide ménagère en croyant que c'était à elle qu'elle disait merci. Enfin, je l'ai pas pris pour moi. Bon. Quelque temps plus tard, c'est passé que son fils avait l'habitude, pour me faire chier, parce que c'était le terme, de jouer au ballon contre mon mur. Moi, au bout d'un moment, quand ça me saoulait trop, au travers du mur, je criais son prénom, je l'ai gardé pendant longtemps, hein, et je lui disais qu'il avait intérêt d'arrêter tout de suite ce qu'il faisait. Bon. Et quelques temps plus tard, et là ça veut dire il y a un mois, au travers du mur, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais ça faisait un moment que je ne l'avais plus du tout entendu taper contre le mur. Mais j'avais pas fait attention parce qu'en fait, voilà, ça faisait plus de bruit contre mon mur, mais j'y avais pas fait attention, quoi. Et un jour, je l'ai entendu, il a recommencé. Au bout de 5 minutes, je l'ai entendu arriver dans la chambre en criant
son prénom. Je t'ai interdit de jouer au ballon contre le mur de Laetitia. Je me suis dit là quand même, c'est bizarre. Pourquoi elle a changé? Bon. Et il y a quelques jours, toujours en lien avec ce déclic, cumulé avec tout ce que je vous ai déjà dit, j'étais à ma porte en train de fermer et elle montait. Et en montant, moi je me suis tournée vers elle, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit bonjour. Très calmement et gentiment, pas avec un sourire non plus, mais faut pas abuser. Mais elle m'a dit bonjour. Et elle est partie, elle est rentrée. Et là, je me suis dit, putain, enfin, au bout de 2 ans, elle a mûri dans sa tête, elle a compris que ça servait à rien d'être comme ça. Mais moi, ça m'a libérée, vous vous imaginez, pardon, ça m'a libérée d'un poids. Et c'était ce poids, en fait, qui faisait que je me sentais aussi mal dans cet appartement, de vivre avec mon ancienne meilleure amie. Bon, les choses sont comme ça, puis tant pis, c'est comme ça. Mais de subir cette tension permanente, que je sois chez moi ou sur mon palier, c'était tellement que là, c'est terminé. J'ai pas envie de redevenir son amie, hein, et elle certainement peut-être pas non plus, hein, je m'en fous. Mais nous sommes cordiales en tant que voisins. C'est tout ce que je demandais. Et bien tout ça, tout ce que je vous ai dit cumulé, mon déclic, les phrases, la phrase de ma fille, tout ce que je vous ai dit, les infiltrations qui vont commencer, le kiné qui me soulage et qui commence à de plus en plus me soulager sur ces douleurs qui sont voilà, si intenables, etc. Tout ça, ça m'a apporté un sentiment, une sensation, une lumière dans ma vie où tout a changé dans mon esprit et ma vision des choses. D'où mon déclic. Donc voilà mon parcours que j'ai vraiment souhaité vous partager parce que on est nombreux à être dans cette phase d'acceptation. Quand on nous dit, quand un médecin très indélicat va vous dire, madame, il va falloir apprendre à vivre avec vos douleurs, on a juste envie de lui dire, non mais que t'es un gros connard toi, qu'est-ce que tu viens me dire là, tiens, tu sais pas ce que je vis? Désolée, hein, ouais, je suis cash, hein, moi, vous savez, les insultes, le sud, hein, ça fait partie des ponctuations. Mais ouais, c'est juste que c'est dit d'une façon totalement indélicate et inappropriée, c'est tout. Mais c'est la pure et simple vérité, on est obligé d'apprendre à vivre avec nos douleurs. Sauf que pour en arriver là, eh ben, il faut passer par tout un tas de chemins psychologiques tortueux, un travail sur soi-même, un travail qui va se faire sur son subconscient où on s'en rend pas compte, mais on le fait sans s'en rendre compte. Et c'est hyper important. Pleurer, se lamenter, d'avoir mis en place aussi chaque soir depuis mon déclic, j'ai mis en place mon journal de gratitude et de fierté de moi-même. C'est-à-dire que tous les soirs, dans mon journal de gratitude, je vais écrire, depuis mon déclic, je vais écrire toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et toutes les choses pour lesquelles je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli, de ce qui s'est passé dans la journée. Et donc tous les jours, voilà, tous les jours, je vais écrire, plus ou moins détaillé suivant ma fatigue aussi des bras. Et tous les jours, je vais écrire les choses pour lesquelles je suis fière de moi parce que j'ai fait ça, ou j'ai fait ça, ou parce que j'ai de la gratitude envers telle ou telle chose, etc. Et tous les jours, je vais écrire. Tous les jours. Je vais écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, je le fais le soir. Voilà. Je peux aussi le faire au fur et à mesure de la journée
par peur de l'oublier ce soir. Voilà. Et je fais ça depuis, voilà. Des fois, il n'y a pas tout parce que j'ai oublié de le faire. TDAH, te voilà. Mais c'est pas grave. Et tous les jours, je fais ça. Et comme ça, si jamais je devais avoir un petit coup de mou psychologique, moral, je vais relire ce que j'ai écrit qui va me remonter tout de suite le moral. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la solution. Oui, 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 mais je ne vais pas le dire dans cette vidéo parce que c'était déjà beaucoup trop long, 1h30 pratiquement. En tout cas, pour moi, ça fait 1h30 que je tourne. Je verrai si j'ai beaucoup de choses à couper ou pas, mais vous en aurez au moins pour une bonne heure de vidéo. La prochaine vidéo, elle sera sur ma solution, tout ce que j'ai prévu de mettre en place, tout ce qui a commencé à être mis en place. Il y a beaucoup de choses et comment toutes ces choses-là vont faire que normalement, mi-décembre, en tout cas avant Noël, je serai à nouveau présente sur YouTube, que je reprendrai mes vidéos, que tout se passera de la meilleure façon qui soit, au rythme, au fur et à mesure, qui pourra à nouveau accélérer si tout se met en place comme je l'ai prévu aujourd'hui, et qui est en train déjà de se mettre en place. Et voilà, tout ça pour vous dire que j'avais vraiment besoin de cette pause YouTube, de cette pause réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée de n'avoir pratiquement répondu à personne, mais j'avais vraiment ce gros besoin d'être là pour moi toute seule et de faire tout ce chemin que je viens de vous expliquer et qui, j'espère, pourra peut-être aider certaines personnes qui sont en plein dans cette phase ou avoir apporté des conseils à pouvoir apporter à des personnes qui sont dans cette phase. Voilà. C'est pas pour partager et parler que de moi, c'est pas ça, vous le savez, mais c'est pour essayer de vous partager et que vous puissiez vous en bénéficier d'une façon ou d'une autre. Mais il faudra attendre la prochaine vidéo pour savoir tout ce qui va arriver, tous les projets, les choses qui ont déjà commencé, les choses qui vont être mises en place. C'est un truc de ouf et tout ça pour vous dire et finir cette vidéo pour vous dire que je souris mais en permanence, j'ai un sourire qui est fixé sur mon visage en permanence, même toute seule, hein, je veux dire voilà, que je suis grave heureuse tous les jours, encore bien plus que ce que je croyais être déjà arrivé avant quand j'étais entre guillemets bien. Je suis arrivée à un cap encore beaucoup plus haut et que finalement je suis reconnaissante en quelque sorte d'avoir toutes ces souffrances supplémentaires parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses au niveau de mes visions et de tout ce que je vais mettre en place et arriver à faire et tout ça c'est totalement bénéfique en fait pour mon propre avenir personnel et mon propre avenir YouTube aussi. Donc voilà, je vais bientôt revenir. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ne m'en voulez pas pour mon silence. Tout ça, ça arrivera. Quand ce sera le moment, vous inquiétez pas. Je suis là. Je pense à vous tous les jours. Je remercie toutes les personnes aussi qui viennent régulièrement prendre de mes nouvelles. Je vous adore. Toutes celles qui le prennent mais auxquelles j'ai encore pas répondu, je m'excuse. Mais vous inquiétez pas, tout ça va se faire. Voilà. Il faut juste que ça se fasse dans l'ordre des choses. Et puis c'est tout. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais vous dévoiler tous mes projets et tout ce qui va changer. Et merci, vraiment merci, parce que grâce à vous, vous m'avez toujours apporté du soutien moral, psychologique, physique, par téléphone, en visio et tout. Et les choses que j'ai pu recevoir, que je ferai en vidéo, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, hein, les colis que j'ai pu recevoir, je vais les faire en vidéo, tout ça c'est en attente,
parce que je savais très bien que j'allais revenir. Je le savais. Il fallait juste que les choses se fassent et que maintenant j'ai plus envie de pleurer. Mais aussi, je veux pleurer si je me cogne, hein. Mais voilà, les choses sont comme elles sont. Il y a pire que soi, on le sait toujours, mais les choses ont fait que les choses évoluent. Bref, tout ça pour vous dire que je vous aime, je vous kiffe. Vous êtes ma communauté de ouf. Et je vous dis à très très vite, hein, pour la prochaine vidéo. Salut!